Beaucoup. Maître Ari Halimi, merci de venir jusqu'à nous. Vous êtes donc notamment avocat en droit pénal et donc vous plaidez en comparution immédiate et donc c'est à ce titre que nous vous entendons. Merci. Ça m'est arrivé effectivement et c'est d'abord en tant que jeune avocat, puisque la plupart des jeunes avocats se forment. Et je vais peut-être faire un peu l'éloge des comparutions immédiates au départ. Il faut faire l'éloge des comparutions immédiates parce que c'est vrai que les comparutions immédiates permettent de former des avocats. À tel point que, tout simplement parce qu'on a si peu de temps pour défendre nos clients qu'on est obligé d'aller vite et de réfléchir vite. Et puis ça forme, à mon avis, de bons avocats parce que ça forge deux émotions, deux sentiments, qui à mon avis sont les moteurs essentiels des avocats. L'indignation et la colère. Je fais un peu l'éloge des comparutions immédiates parce que ça forme des bons avocats. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on est jeune avocat et qu'on arrive pour la première fois dans ce box où on est de permanence, parce que c'est comme ça qu'on apprend le droit pénal, on arrive dans un petit box avec la lumière un peu blafarde et je pense qu'il faut, quand on est avocat, témoigner de le cheminement invisible de ces personnes qui arrivent avant d'arriver devant le tribunal, avant d'arriver en comparution immédiate. Il faut parler de ce qu'ils vivent avant. Ce qu'ils vivent avant, c'est effectivement un jour, 2 jours, voire plus, de garde à vue. Il faut dire ce que c'est que les gardes à vue. Les gardes à vue, c'est des personnes qui sont mises sous pression, interrogées par des fonctionnaires de police, jour et nuit, qui sont dans des petites cellules, souvent insalubres, avec d'autres personnes qui crient, qui frappent aux portes, qui entendent des bruits, qui sont dans une violence extrême. Et ça, on l'oublie, et quand ils arrivent au dépôt, parce qu'après ces 2 jours de garde à vue, eh bien, ils vont arriver au dépôt, qui rajoute quelquefois pratiquement 1 jour de détention supplémentaire pour des personnes qui, quelquefois, ne connaissent pas la détention et la justice pénale. Pour d'autres, la connaissent malheureusement trop bien. Eh bien, on a 3 jours de détention sans avoir été jugés. Des personnes qui sont présumées innocentes, il faut le rappeler, et qui pourront éventuellement être relaxées par le tribunal, et donc considérées comme innocentes. Ils auront subi des outrages incroyables. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas lavés. On ne leur a pas donné d'habits. On leur a donné à manger de manière un peu sommaire, quelquefois difficilement en garde à vue. Et ils arrivent avec une multitude de personnes dans des cellules, et c'est difficile d'appréhender l'altérité dans ces conditions. Et puis ils arrivent dans ce petit box où ils rencontrent l'avocat, quelquefois mal formé parce qu'on est des jeunes et qu'on ne connaît pas forcément toutes les arcanes du droit pénal, quelquefois avec des yeux un peu illuminés par rapport à ce qu'on a appris à l'université, c'est-à-dire les principes du procès équitable, le fait que la justice doit être rendue sereinement, avec lenteur, le fait que l'on puisse choisir son avocat, c'est un principe constitutionnel, et ce n'est pas forcément le cas de ce qui se passe en comparution immédiate parce qu'on a des avocats commis d'office, ou bien on a la chance d'avoir le numéro de téléphone de son avocat dans son numéro de portable lorsque les fonctionnaires de police permettent d'avoir accès à ce téléphone portable. On arrive et puis nous, avocats, on voit des personnes qui sont totalement hagards, hébétées, qui ne savent plus où ils sont et qui expriment leur inquiétude absolue, leur terreur quelquefois parce qu'ils ont vécu 3 jours d'enfer. Et ce que l'on demande en comparution immédiate, c'est de permettre de juger des personnes qui sont terrorisées et l'on considère que c'est une justice sereine et tranquille. Ils vont devoir, après nous avoir vus quelques instants, 5, 10, 15 minutes, nous avocats qui devons étudier des dossiers, alors ça a un petit peu évolué. À une époque, on devait se battre pour avoir la copie du dossier auprès du procureur. Aujourd'hui, on a une vraie copie du dossier. Et quand je parle de copie du dossier, quelquefois il y a des pages qui manquent, donc on n'a pas accès à l'intégralité de la procédure, il faut aller au tribunal, remonter pour voir les pièces qui manquent, redescendre, revoir son client. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans ce box? On doit d'abord expliquer à cette personne qu'il va être jugé et qu'il risque la prison. Ensuite, on doit étudier l'intégralité de la procédure, quelquefois 500, 1000 pages en 10 minutes. Et on doit expliquer à cette personne bien qu'il risque la prison et qu'on n'a pas grand-chose pour le défendre finalement, parce que on n'a pas le temps de lire l'intégralité de la procédure, on n'a pas forcément le temps d'étudier les irrégularités de la procédure, on n'a pas le temps d'étudier le fond.
Et s'il conteste les faits, on n'a pas le droit d'avoir des témoins, parce que comment trouver des témoins d'une scène en quelques instants? Comment trouver des éléments pour le défendre en termes de personnalité? Aller chercher auprès de la famille, qu'on n'arrive pas forcément à joindre en 10 minutes, des pièces qui expliquent son passé, son cursus, ce qu'il était avant, avant peut-être qu'il a travaillé, peut-être qu'il n'a pas travaillé, pourquoi n'a-t-il pas travaillé, quels sont ses échecs de vie. Tout ça, c'est strictement impossible. Et c'est pourtant la défense qu'on nous demande de faire, en tant qu'avocat en comparution immédiate. Et puis quand il sort de ce couloir un peu sombre et qu'il arrive devant le tribunal, il voit toute une assemblée avec du public derrière qui le regarde comme une bête de foire, un tribunal qui malheureusement est souvent, pas toujours, méprisant. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont méprisants par nature, mais parce qu'ils sont fatigués d'avoir étudié 10, 20, 30 dossiers, de finir quelquefois à 2 h du matin. Il nous est arrivé de plaider à 2 h ou 3 h du matin aux comparutions immédiates parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. Comment voulez-vous, pour des magistrats, des procureurs, des avocats, plaider des dossiers à 2 h du matin pour des personnes qui risquent 10 et effectivement quelquefois 20 ans de prison, même si c'est rarement le cas? Ça, c'est l'expérience qu'on en a. Et puis, la colère, pour finir, sur en tout cas ce sentiment qui a peu de rationalité, juste une émotion brute. La colère quand on entend la décision. La décision est souvent extrêmement lourde et malheureusement, elle s'accompagne de ce que l'on appelle le mandat de dépôt, fréquemment en détention provisoire. Et c'est ce que risque, et c'est malheureusement le risque important de la comparution immédiate, c'est qu'elle s'accompagne d'un départ en détention immédiat. C'est-à-dire qu'on a une personne qui va se retrouver ce soir même dans une prison, sans avoir pu contacter, voir sa famille, sans avoir pu avoir des vêtements, et qui va attendre après pour pouvoir s'habiller et avoir un peu d'argent pour se nourrir. Ça, c'est ce que nous ressentons en tant qu'avocat. Et en tant qu'avocat, effectivement, on a ce moteur qui nous pousse chaque jour à défendre un peu plus ces personnes. Mais j'ai une deuxième réflexion et j'en aurai terminé. Les comparutions immédiates, ça n'est pas que ça. C'est malheureusement, quand on a un peu plus de recul et de sagesse en tant qu'avocat pénaliste, une forme d'instrument de gouvernement. Il y a un aspect politique aux comparutions immédiates dont on ne parle que rarement. Je vais vous donner 3 exemples. D'abord, en termes de justice sociale, en termes de justice de caste. Parce qu'effectivement, on a parlé souvent de la possibilité, vous nous direz, mais vous pouvez avoir un délai pour préparer votre défense, monsieur. Vous avez 30, 60 jours pour éventuellement préparer votre défense si vous le souhaitez. Mais bien sûr, mais la plupart des gens le savent. S'ils décident de bénéficier de ce délai pour préparer leur défense, eh bien, ils risquent fortement d'aller en détention provisoire. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui sont jugés en comparution immédiate n'ont pas les garanties de représentation nécessaires, à savoir un logement, une insertion sociale, éventuellement un travail. Donc ça consiste en quoi? Eh bien, ça consiste à envoyer en détention provisoire les personnes les plus fragiles et les plus précarisées. Ça accentue finalement les injustices sociales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est dans 2 domaines bien particuliers. Le premier domaine, ce sont les violences policières. Le ministère public utilise, lorsqu'il y a des violences policières et un outrage qui est dénoncé par le fonctionnaire de police pour se protéger contre les violences policières, la procédure de comparution immédiate pour ne pas permettre à la personne qui a été victime des violences policières de se défendre et d'avoir un moment pour se préparer et pour préparer sa défense et pour lutter contre les accusations qui lui sont faites. Le troisième moyen, le troisième élément dont je souhaitais parler, c'est les mouvements sociaux. Les comparutions immédiates sont souvent utilisées à des fins politiques pour avoir une sorte d'exemplarité quand il y a des manifestations et des désordres sociaux. On a souvent, et on l'a vu à Rennes ou ailleurs, lors des mouvements sociaux derniers, des peines extrêmement lourdes pour 2 personnes qui n'ont pas eu le temps de préparer leur défense. C'est une façon de dire, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça dans la rue, vous ne pouvez pas avoir un droit de grève illimité. Et le 4e élément, et j'en aurai terminé, c'est que finalement, et ce que l'on oublie, et je ne suis pas d'accord avec vous dans le sens où ce n'est pas les modalités des comparutions immédiates qui posent problème, c'est le principe des comparutions immédiates. Parce qu'on oublie que les comparutions immédiates, c'est un régime d'exception. Le principe, c'est une justice lente, équitable, avec un moment et un temps pour préparer sa défense. La justice des comparutions immédiates, c'est une justice d'exception qui a été mise par le législateur et qui devait servir certains cas. C'est devenu une justice de droit commun. La justice d'exception est devenue une justice de droit commun. Et je pense que c'est également le laboratoire de l'exception. Aujourd'hui, nous parlons de l'état d'urgence. Les comparutions immédiates, c'est une justice d'urgence, une justice d'exception. Si l'on a une dérive
de l'exception vers la règle, c'est aussi parce qu'on a expérimenté dans le cadre des comparutions immédiates cette dérive. Merci, maître. D'accord. Je vous rappelle qu'il y aura toujours la possibilité de plaider et de requérir. Donc, ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci. L'inverse. Merci infiniment. Bien, monsieur Sébastien Tertrais, si vous voulez bien vous avancer. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà. Votre fils a fait l'objet d'une comparution immédiate à Rennes. Oui. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme. Donc, c'est à ce titre que nous allons recueillir votre témoignage. Très bien. 6 minutes, c'est très court pour une situation complexe. Donc, je vais essayer de tenir ce délai-là avec des éléments factuels et peut-être un petit peu d'émotion que je pourrais des fois avoir du mal à contenir. Nous sommes en 2016, en mai 2016, sur fond de mouvements sociaux importants sur Rennes. Les médias se font l'écho en fait de plusieurs actions violentes qui sont conduites. L'hélicoptère de la gendarmerie est très régulièrement au-dessus de la ville, mettant une pression en fait très importante au niveau des uns et des autres, laissant penser en fait que des choses graves se passent. L'hélicoptère est très très souvent sorti. Des manifestations ont lieu régulièrement et nous savons, mon ex-femme et moi, que notre fils y participe et j'avoue que je suis plutôt content de cette implication-là, que je trouve citoyenne, simplement. Il y participe et puis beaucoup y participent d'ailleurs, puisqu'en fait c'est vraiment un mouvement social important qui se conduit sur toute la France, Rennes n'étant pas ici une exception. Nous voyons passer dans la presse, et nous sommes informés d'ailleurs du passage de Bernard Cazeneuve, qui soutient auprès de Madame le maire de Rennes qu'il y aura des sanctions par rapport aux nombreuses dégradations qui sont commises sur la ville. Il se trouve que quelques temps auparavant, j'ai été faire le point, parce que j'ai besoin de savoir de quoi il s'agit exactement, et de ne pas me contenter de ce que peut-être la presse locale peut en faire. Et donc les différents éléments qu'on avait pu voir ont permis de voir que certes il y avait des manifestations, certes il y avait des dégradations, mais ça n'était certainement pas à la hauteur de ce qui était présenté dans une partie de la presse. À ce moment-là, on a senti la situation se tendre beaucoup et on a été, nous, parents, inquiets qu'il puisse se passer des choses pour nos enfants, puisque la répression policière était réelle et forte. Et des débordements pouvaient arriver de part et d'autre, d'ailleurs. C'était vraiment des situations qui pouvaient être tendues parfois. Je suis le compte Twitter au maximum je suis l'hashtag Rennes pour voir exactement ce qui se passe en temps réel au maximum, parce que tout le monde poste en fait. Et je découvre que le journal Ouest France indique que ce jour-là, un jeudi, 5 personnes sont mises en garde à vue. 4 pour avoir, c'était dit comme ça, 4 pour avoir frappé un commerçant qui se plaignait des nombreuses dégradations et nombreuses manifestations. Et ceux-là se sont vengés sur lui et l'ont frappé en bande organisée. Et une autre information disant qu'un autre jeune avait jeté des cailloux contre des policiers et qu'il était lui aussi en garde à vue. Dans l'heure qui suit, ou presque, on reçoit un coup de téléphone qui nous indique que notre fils est en garde à vue. Et là, je me dis que j'ai le choix entre ces deux informations. Qu'est-ce qu'a fait mon fils, en fait? Le choc a été assez violent pour nous, parce qu'on ne peut pas exclure qu'il se soit passé des choses, bien évidemment. Le fait est qu'on apprend cette garde à vue, on se renseigne un petit peu pour voir exactement ce qui s'est passé. On n'a pas beaucoup d'informations, on sait que ça a été tendu visiblement. Et puis voilà, le procès a lieu dès le lendemain. On passe une nuit particulière, comme vous vous en doutez. En même temps, voilà, ça peut arriver à n'importe qui d'avoir un enfant qui fait n'importe quoi. Donc on n'excluait à aucun moment qu'il soit passé quelque chose de grave de son côté. Le procès a lieu le lendemain et je décide de ne pas y aller tout de suite parce que j'ai pas envie d'inscrire dans le visage, dans l'esprit de mon enfant, en fait, ma présence, moi, voilà, à ce moment-là. Et puis je me dis, voilà, il y a une hésitation à un moment donné sur la pertinence ou non avec ces avocats de la comparution immédiate. Et puis c'est un petit peu un jeu d'échecs, on est presque dans une situation de patte quelque part. C'est-à-dire que le chef d'accusation était violence en réunion dans le cadre, en marge d'une manifestation. Donc là, le chef d'accusation est vraiment lourd et les peines qui peuvent être prononcées peuvent l'être tout autant. Donc là, presque, il n'y a pas le choix, c'est-à-dire qu'il faut accepter la comparution immédiate, et je la vois plutôt comme ça, nous la voyons d'ailleurs comme ça, puisqu'elle va permettre de discerner le vrai du faux, et de sortir de l'emballement qui visiblement a lieu là, à cet instant. Le procès a lieu, et j'entends les réquisitions du procureur général qui indique, qui prononce en fait qui émet des souhaits de peine de prison de 8 mois
de prison ferme pour une rixe avec un commerçant qui était présent d'ailleurs, que je vois, qui a l'air d'aller à peu près bien, enfin pas trop mal en tout cas, qui a l'air surtout très dépassé par ce qui se passe. Je me rends quand même au tribunal quand je vois que ça prend une dimension plus importante que celle à laquelle je pouvais penser, et puis j'arrive au moment où il y a le délibéré. Et là, à ce moment-là, le jugement est prononcé et les peines de prison fermes sont prononcées avec mandat de dépôt. 3 mois, pardon, mais ça m'a paru de 3 ans pour mon fils aîné, et puis pour les 3 autres jeunes, 2 mois de prison et 1 mois de prison. Là, j'ai comme disait le témoin précédent, hein, j'ai une grande colère en moi parce que je trouve la peine totalement disproportionnée et je suis pas le seul puisque la victime est présente aussi et prononce, s'étonne de cette peine. Et le président du tribunal lui dit, donc c'est entendu, hein, je passe sur les jugements de valeur qui ont été portés pendant toute l'audience, mais quand même, monsieur, c'est ce que vous avez demandé. Je suis là, et nous sommes là, choqués de la façon dont les choses se passent. Et nos enfants, les enfants partent, nos jeunes partent, menottés pour la maison d'arrêt. Les jours qui ont suivi ont été consacrés à la recherche de la vérité, réellement, avec une véritable enquête qui a été conduite, qui a permis de voir exactement ce qui s'était passé. En fait, en l'occurrence, des manifestants. Pas des manifestants, mais on est effectivement dans une journée de manifestation. La manifestation est terminée. Des féministes de l'université de Rennes 2 ont déjà souligné le fait qu'un restaurant, une chaîne de restaurants en fait, a une campagne de communication sexiste et décide d'aller manifester son opposition juste en faisant groupe, voilà, devant ce restaurant-là. Et effectivement, le patron du restaurant, lui, n'est pas très content que ça se passe, c'est une mauvaise publicité pour lui, on peut le comprendre. Il sort et mon fils est là, lui, et il regarde simplement la situation, parce qu'il est très curieux. C'est vraiment quelque chose qui le caractérise. Et là, ça monte. Le patron du restaurant s'emporte. Mon fils essaye de défendre, enfin de se mêler de la situation. Il roule sur les tables, il tombe, et voilà. Les policiers de la BAC sont présents, et tout le monde est interpellé à ce moment-là. Cette enquête qu'on a réalisée, en fait, c'est photo à l'appui, c'est film, ça a été filmé d'ailleurs. On a tout de suite fait une demande de mise en liberté. Enfin bon, les jeunes ont fait une demande de mise en liberté, pardon, qui a été refusée, faisant état de la dangerosité potentielle des 4 individus. Et je passe là aussi les détails de la façon dont les choses sont passées, mais aussitôt on a organisé, enfin dès la peine prononcée, on a assisté en fait à un grand mouvement de soutien sur Rennes et au-delà. Ça a été suivi aussi par la presse. Et on était tous convaincus que le jour de l'appel, puisqu'au moins on allait, les jeunes allaient faire appel, on allait pouvoir faire éclater la vérité. Il y avait un témoin d'ailleurs. Et on s'est rendu compte que même en appel, tous les éléments très factuels qui permettaient de montrer que on n'était pas du tout dans le cadre d'une manifestation. On n'était pas dans le cadre non plus d'une violence en bande organisée. Tout ça, ça a été vraiment démonté. Et au bout du compte, la peine de prison a été confirmée et tous sont restés en prison le temps qu'il était prévu qu'il reste. Ce qui a été particulièrement éclairant, là, c'est que de très nombreuses personnes qui d'habitude regardent les mouvements sociaux que de très loin, en fait, eu égard à la façon dont la situation se passait, ont commencé à regarder différemment. La façon dont parfois la justice pouvait être plus qu'expéditive, mais pour le coup même politique, là. Et c'est le constat qui a été partagé par un grand nombre de personnes sur Rennes. Constat qui nous a amené aussi, malheureusement, à regarder autrement le fonctionnement de la justice en cas de situation de conflits sociaux ou de contestation sociale, et qui nous amène les uns et les autres, et nous sommes de plus en plus nombreux, à nous interroger sur le sens donné réel à certaines de ces décisions de justice. Alors bien sûr, on conserve notre discernement, c'est-à-dire que à la fois les propos que j'ai pu entendre ce soir de la part de magistrats ou même de vous témoignent d'un vrai recul, donc ce qui montre qu'au-delà des procédures, on peut aussi faire confiance à l'humain quelque part, c'est-à-dire que chaque magistrat, chaque président, chacun d'entre vous en fait, restez totalement humain et restez en capacité de faire appliquer la loi comme il est important qu'elle le fasse, qu'elle le soit. Mais il se trouve qu'il reste un goût extrêmement amer aujourd'hui de doutes sérieux et importants lorsque des emprisonnements ou des peines de prison lourdes sont prononcées à l'égard de manifestants. Plus que ça encore, ça nous amène aussi à regarder, à aller revisiter certains jugements qui ont pu être portés parfois et à nous interroger sur ce qui peut-être était motivant derrière dans les décisions qui ont été prises.
Voilà en fait la situation brièvement décrite, le plus factuel possible, puisque ces éléments-là sont extrêmement factuels, avec pour nous une désillusion forte de la part des uns et des autres sur la recherche de vérité, en fait, simplement, puisque, en l'occurrence, malgré ces évidences, elle n'a pas pu être reconnue. Je donnerai un petit exemple pour terminer, en fait, sur cette situation qui m'a marqué, qui nous a marqué tous. Mon fils avait 19 ans et son jeune frère avait 11 ans. Et le jour où son jeune frère a su, c'est-à-dire le jeudi soir, ou le vendredi, j'ai un petit doute, le jeudi soir, je crois, il me dit, papa, est-ce que j'ai préparé une enveloppe pour mon frère? Est-ce que je mets des craies pour qu'il marque le nombre de jours qu'il lui reste à faire? Voilà, j'en arrêterai là. Merci, monsieur. Est-ce qu'on a le temps pour une question? On aurait bien voulu vous poser quelques questions, mais malheureusement, le temps presse. Merci beaucoup pour votre témoignage, monsieur. Bien, nous allons terminer avec notre dernier témoin, le docteur Paul. Vous êtes donc médecin psychiatre, vous êtes expert, vous exercez à la Cour d'appel de Paris. Et donc, je pense que vous avez dû être appelé de temps à autre à faire j'allais dire, non pas des expertises, mais des examens dans le cadre des gardes à vue et donc des comparutions immédiates. Est-ce que vous pouvez nous témoigner de votre expérience en la matière? Oui, alors mon nom c'est Paul Jean-François. D'accord. Oui, alors effectivement, on est parfois sollicité par les officiers de police judiciaire ou par les procureurs pour procéder à des examens psychiatriques dans le cadre de garde à vue. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous ne savons pas si ces personnes-là vont être jugées dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate. C'est-à-dire, on les examine et on essaie d'abord de déceler si ces personnes-là présentent ou non une pathologie psychiatrique, parce que ça arrive parfois, s'ils ont besoin d'être hospitalisés en psychiatrie, ou aussi parce que pour ceux dont la nature de l'infraction fait qu'ils sont susceptibles de faire l'objet d'une peine de suivi socio-judiciaire, nous avons aussi à nous prononcer sur l'opportunité de mise en œuvre d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire. C'est principalement dans ce cadre-là de la garde à vue, mais il arrive aussi qu'on soit sollicité, et moi je pense que je suis même sollicité plus souvent par la juridiction de jugement dans le cadre de renvoi, où on est sollicité pour procéder à des personnes qui sont détenues. Et là, effectivement, je constate qu'il y a un nombre assez important de sujets qui présentent un trouble psychiatrique. Mais ceci n'est pas représentatif parce que je pense que la juridiction cible aussi et ces décisions d'expertise psychiatrique, puisqu'il s'agit le plus souvent de personnes qui font l'objet d'une mesure de protection, parce que c'est obligatoire d'avoir une expertise psychiatrique. Voilà un peu dans quelles circonstances je suis amené à voir des personnes en rapport avec la procédure de comparution immédiate. Mais je ne suis pas un acteur direct parce que je ne suis pas au courant. Les études qui sont menées par le ministère de la Justice nous prouvent que plus de la moitié des personnes qui sont présentées en comparution immédiate sont jugées soit le jour même, soit le lendemain, soit dans les 2 jours. Donc ce qui nous intéresse, c'est évidemment davantage le premier aspect de ces examens qui ont lieu dans les locaux de garde à vue, pendant le temps de la garde à vue, et qui sont assez souvent, majoritairement en tout cas, la seule pièce dont dispose le tribunal de comparution immédiate pour juger quelqu'un qui, assez souvent, on le voit bien, présente des troubles psychiatriques ou addictifs assez forts. Est-ce que vous pensez, en tenant compte de votre déontologie professionnelle, que ce type d'examen est simplement possible? Alors, je pense que l'examen est possible à condition de poser les conditions. Parfois, on est sollicité par plusieurs commissariats qui voudraient qu'on se déplace ici ou là. On n'a parfois pas le temps pour prendre le temps de bien examiner ces personnes-là. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Et parce que parfois, on peut être sollicité par plusieurs commissariats qui sont à la recherche. Il y a un problème de pénurie d'experts aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'experts disponibles. Et même parmi les experts inscrits, il y en a beaucoup qui refusent de faire les examens dans le cadre des gardes à vue. Et parfois, il y a une forme de pression. Il faut savoir résister à la pression de voir plusieurs personnes et successivement. Et si on accepte de voir une personne, de consacrer le temps, on peut avoir le temps de bien examiner la personne, même si ce qui est différent de l'examen habituel qu'on peut faire en centre de détention, en milieu pénitentiaire, c'est qu'on n'a pas la possibilité, lorsqu'on a un doute diagnostique, de revoir la personne parce qu'on doit donner des conclusions assez rapidement. Mais il y a des aménagements possibles, c'est-à-dire que parfois on peut transmettre les documents, le rapport par voie électronique. En moyenne, combien de temps dure votre examen ou expertise dans le temps de la garde à vue? Alors, moi, c'est un témoignage personnel. Je ne peux pas m'engager pour les autres. Moi, un examen dure environ au moins 1 heure. Il arrive parfois qu'on soit confronté à un individu réticent qui refuse l'examen ou qui décide d'y mettre un terme, où là, on n'a pas le choix. Mais généralement, si le sujet accepte l'examen, ça dure habituellement plus d'1 heure. Beaucoup de vos confrères refusent de faire ce type d'expertise en estimant que le cadre n'est pas le meilleur qui soit, qu'ils n'ont pas le temps de le faire et qu'ils ne disposent pas des conditions normales d'exercice de leur profession. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement. Bon, moi, je pense qu'ils ont leur raison de refuser parfois. Mais en même temps, on est confronté à des individus qui présentent un trouble psychiatrique. Est-ce qu'on va les laisser et sans examen, avec le risque d'un emprisonnement, voire même d'une peine assez lourde, s'ils n'ont pas bénéficié d'une expertise, d'un examen psychiatrique? Je crois qu'il faut faire la balance et effectivement, je pense même dans l'intérêt du prévenu de l'examiner lorsqu'il présente un trouble psychiatrique, de le signaler en fonction de la nature du trouble, s'il doit faire l'objet d'une mesure d'hospitalisation pour lui permettre d'échapper à l'incarcération, s'il s'agit d'une altération du discernement aussi pour que la juridiction puisse en tenir compte dans son jugement. Bien, merci docteur Paul Jean-François, je vous prie de m'excuser sur mon lapsus de tout à l'heure.